Cette vidéo aborde les blessures émotionnelles, lesquelles sont des aspects souvent méconnus, mais qui influencent profondément notre bien-être psychologique. En avoir connaissance pour mieux définir ses propres attentes et besoins intrapersonnels, peut s'avérer très utile, pour favoriser sa croissance personnelle et son bien-être émotionnel. Mais explorer les différentes blessures émotionnelles, leurs origines, et leurs impacts sur notre vie quotidienne, sans se les appliquer à soi-même, ne permet pas d'en avoir une connaissance approfondie. C'est la raison pour laquelle, après avoir exploré les concepts théoriques rattachés aux blessures émotionnelles, nous vous présenterons le test personnalisé MPP, Communication intrapersonnelle, lequel a été conçu pour vous aider à appliquer ces enseignements à votre propre profil émotionnel. Issu de la méthode pédagogique proactive, une méthode qui permet à l'apprenant de devenir son propre sujet d'étude, ce test peut en effet vous offrir une opportunité précieuse d'approfondir votre compréhension personnelle, et éventuellement prendre des mesures concrètes vers la guérison émotionnelle. Mais avant ça, abordons les blessures émotionnelles, une approche développée par John Pierrakos. Aussi, qui était-il, quel a été son parcours, et qu'est-ce qui a influencé ses travaux? Né en Grèce en 1921 et mort en 2001, John Pierrakos était un psychiatre américain. Il a développé le processus évolutif Core Energetics, une forme de psychothérapie corporelle, et il est le fondateur de l'Institute of Core Energetics. À l'origine, fortement influencé par la psychanalyse freudienne, il s'est orienté vers le domaine de la bioénergie, dans ses dimensions à la fois physiologiques et psychiques, et il est parvenu à développer un concept reposant sur 3 principes de base. Le premier est que l'être humain est une entité psychosomatique. Le second est que la guérison vient du dedans et non de l'extérieur, et que c'est donc en lui-même que le patient doit trouver la force et le désir de se guérir. Et le troisième est que toute existence constitue une unité qui se dirige à plus ou moins long terme vers l'évolution, ce qui signifie que chaque individu s'inscrit dans un processus d'évolution positif ou négatif constant. Ce qui l'a amené à avancer l'idée que, je cite, la théorie énergétique de base, présentant le caractère énergétique des phénomènes psychologiques, vient du principe que les troubles émotionnels, mentaux et physiques, sont des symptômes de l'énergie bloquée, en raison des réponses adaptées d'un individu, aux déficits ou aux blessures environnementales dans l'enfance. Attention néanmoins. Nous tenons à souligner que, comme tout modèle, l'approche mise en avant par Pierrakos n'est pas une réalité ni une fin en soi, mais simplement un outil de diagnostic et d'interprétation. Donc, parler des blessures émotionnelles, c'est commencer par aborder la psychologie du développement. D'abord, qu'est-ce que c'est? Outre la définition classique qu'on s'en fait, la psychologie du développement met surtout en avant le développement psychique de l'enfant, en raison de ses répercussions sur l'individu à l'âge adulte. À ce titre, nous pouvons citer Sigmund Freud, pour lequel l'enfant est le père de l'homme. Phénomène qui, fort heureusement, n'est pas définitif comme s'accordait à le croire Charles Odier, qui disait que le destin du névrosé demeure entre ses mains, pour expliquer qu'en psychologie, et contrairement à Freud, rien n'est définitif, et que chaque individu a les moyens en lui dans ce domaine pour améliorer sa position. Quoi qu'il en soit, il faut surtout mettre en lumière que ce développement psychique de l'enfant serait le produit de dépenses d'énergie, que la psychanalyse s'est donné pour mission d'analyser. Aussi, qu'est-ce qu'est l'énergie psychique? Il faut savoir que toute production mentale produit une énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie psychique. Aussi, l'intensité et la qualité de cette énergie produite durant les premières années de vie de l'enfant auront une incidence réelle sur la perception qu'il aura plus tard de la réalité et du monde qui l'entoure. Et par là même, cela jouera autant sur ses comportements que sur les décisions qu'il s'autorisera ou non à prendre. Mais parler d'énergie psychique, c'est avant tout parler de contexte et de période. Dans le cadre de l'évolution psychique de l'individu, la psychanalyse a ainsi identifié la période durant laquelle se construisent les représentations des enfants. Ces représentations auront par la suite une influence importante sur la façon dont l'adulte percevra le monde et les réalités qui s'y rattachent. Cette période a été divisée en différentes phases temporelles, appelées stades libidinaux, dans l'approche freudienne. Ces stades sont au nombre de 3. Nous avons le stade oral, qui est la période durant laquelle il y a chez l'enfant apparition successive des gratifications et des frustrations, des sentiments de persécution, de dépression et de culpabilité, de haine et de gratitude. Cette période va généralement de la naissance à l'âge de 18 mois. Nous avons ensuite le stade anal, qui est la période durant laquelle l'enfant fait l'apprentissage du pouvoir du non ou du oui, par exemple,
se rendre ou non à la selle permet à l'enfant de comprendre la force qu'il détient sur lui, mais aussi sur le monde extérieur, en l'occurrence, ses parents. Cette période intervient à la suite du stade oral, et va généralement jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et nous avons enfin le stade phallique, qui est la période durant laquelle l'enfant va découvrir la différence des sexes, et va jouer des scénarios inconscients pour fantasmer la situation amoureuse des adultes, ce qu'on appelle le DIP. Et cette période va généralement de l'âge de 3 ans aux 6 ou 7 ans de l'enfant. Il faut savoir qu'à chaque stade est attribué un capital énergie, que nous appelons énergie de satisfaction. Cette énergie de satisfaction représente le potentiel réel nécessaire à l'épanouissement maximal de l'individu. Aussi, utiliser cette énergie à 100% au cours des différents stades amènerait l'individu à un état de perfection. Or, le parcours de ce dernier peut être plus ou moins parsemé de frustration et autres sentiments négatifs, c'est-à-dire autant d'énergie de satisfaction qui ne sera pas utilisée. Ces énergies de satisfaction non utilisées seront alors autant de manques que l'individu recherchera à combler durant toute sa vie. Ces manques, plus communément appelés névroses, auront une influence importante sur la perception de la réalité qu'aura l'individu. Elles auront même tendance à manipuler cette réalité, ce qui pourrait en rendre l'individu victime. Ainsi victime, l'individu mettra en place des stratégies inconscientes, afin de parvenir à combler ses manques. Ses choix, ses jugements et ses comportements en seront alors les résultats, c'est-à-dire autant ses choix du conjoint ou de la conjointe, que des amis, du métier, de ses passions, de ses intérêts, et bien d'autres. Il apparaît alors que les choix que nous faisons ou les comportements que nous adoptons, soient le résultat de stratégies que l'on met inconsciemment en place, et dont l'ultime but est de répondre à des manques non assouvis. Il faut également retenir que ces énergies de satisfaction non utilisées sont exclusivement liées à des douleurs émotionnelles vives, ressenties lors d'une relation au cours de laquelle un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait. En substance, cette approche mise en avant par Freud a influencé les travaux du psychiatre américain John Pierrakos, lequel a pu conceptualiser dès les années 50 le concept de blessures émotionnelles, repris quelques décennies plus tard par Lise Bourbeau avec ses blessures de l'âme. Mais qu'est-ce qu'exactement une blessure? John Pierrakos la définissait comme, je cite, une douleur émotionnelle vive, ressentie lors d'une relation au cours de laquelle un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait, et qui nous amène à réagir en s'accusant ou en accusant l'autre. C'est un chaos émotionnel vécu seul, dans l'isolement où s'est enraciné un sentiment pouvant s'assimiler au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, à la trahison, et à l'injustice. Selon lui, nous souffrions tous d'au moins 3 blessures, mais qu'il y en a une en particulier qui nous a marqué plus que les autres. Aussi, il met surtout en avant que le fait de prendre conscience de notre blessure principale, peut nous aider à entamer un travail de guérison. L'objectif ultime étant selon lui, de nous libérer de l'emprise de cette blessure, pour que nous puissions enfin être nous-mêmes, et être ainsi en toute bienveillance, plus performants pour nous-mêmes, et plus à l'écoute des transactions qui s'opèrent en nous, lors de nos relations à autrui. Concernant les blessures, John Pierrakos en reconnaissait 5. Pour la première blessure, étant enfant, la personne qui s'est sentie repoussée peut développer un sentiment de rejet. La seconde résulte du fait que la personne ait pu, dans sa petite enfance, se sentir abandonnée, privée de la satisfaction de ses besoins qui n'ont pas été assez nourris physiquement ou affectivement. Dès lors, la personne peut développer un sentiment d'abandon. La troisième peut apparaître durant le développement des fonctions corporelles de l'enfant, période durant laquelle il peut se sentir rabaissé, dégradé, vexé, jusqu'à même se sentir honteux. Dans ce cadre, la personne peut alors développer un sentiment d'humiliation. La quatrième apparaît lorsqu'on a manqué à une promesse qu'on a faite à l'enfant, à une époque où l'énergie sexuelle se développe, lorsqu'on a cessé d'être fidèle à sa cause ou à lui-même. Peut alors se développer chez la personne un sentiment de trahison. Et enfin la cinquième, où l'enfant, ayant manqué d'appréciation, de respect de ses droits ou de reconnaissance de son mérite, peut développer un sentiment d'injustice. Et, en parfait accord avec l'approche freudienne, ces différentes blessures apparaissent durant les 6 premières années de vie de l'enfant. Nous avons les sentiments liés au rejet et à l'abandon, qui peuvent apparaître de la naissance à l'âge de 1 an. Le sentiment lié à l'humiliation peut apparaître de l'âge de 1 an à l'âge de 3 ans. Nous avons ensuite le sentiment lié à la trahison, qui peut apparaître de l'âge de 2 ans à l'âge de 4 ans. Et enfin, celle liée au sentiment d'injustice, qui peut apparaître de l'âge de 4 ans à l'âge de 6 ans.
Nous insistons sur le fait que nous ressentons tous des sentiments liés à ces différentes blessures durant cette période. Cependant, nous ne ressentons pas chacune d'elles avec la même intensité. Prenons par exemple deux individus, A et B. Voyez que si l'individu A a ressenti chacune des 5 blessures émotionnelles, l'intensité qui se rattache à chacune d'elles est différente. Et c'est le même constat pour l'individu B. Néanmoins, on remarque que B n'a pas ressenti chacune de ces blessures avec la même intensité. Conséquence, les profils émotionnels de ces deux individus seront différents. Ce qui veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que leur rapport à eux-mêmes et au monde qui les entoure sera également différent. Il faut surtout savoir que, ressenties avec intensité et non évacuées, ces blessures émotionnelles peuvent nous amener à adopter différentes attitudes, communément appelées « masques » dans le jargon de la psychanalyse. Ainsi, la personne qui s'est sentie rejetée dans sa petite enfance, pourrait avoir tendance à fuir toute situation pour éviter d'être rejetée. On dit alors qu'elle adopte le masque du fuyant. Pour autant, elle peut également adopter le comportement inverse en s'imposant aux autres. Pour ce qui est de l'abandon, la personne pourrait adopter une attitude de dépendant affectif, voire, à l'inverse, d'indépendant affectif, pour éviter d'être abandonnée. Concernant la blessure liée à l'humiliation, et parce qu'elle pense être nulle et ne pas mériter le respect, la personne pourrait avoir des tendances masochistes, voire, à l'inverse, narcissiques, afin de se faire remarquer sous un angle négatif. Pour ce qui concerne la blessure liée à la trahison, la personne aura tendance à vouloir tout contrôler pour se prévenir d'être trahi, ou à l'inverse, adopter une attitude désinvolte et de lâcher prise. Et enfin, la blessure liée à l'injustice peut amener une personne à devenir psychorigide, ne supportant pas les injustices, ou à l'inverse, laxiste pour se protéger des intolérances ressenties. En fait, si chacune de ces blessures émotionnelles amène à se forger un masque, qui façonne notre personnalité dès le plus jeune âge, elles restent ancrées en nous, et ne disparaissent malheureusement pas avec le temps. Elles nous habitent, dirigent au quotidien notre vie, quel que soit l'environnement et la situation. Aussi, influencés à agir et à réagir, nous devenons victimes de nos propres blessures, car nous sommes inconsciemment amenés à développer des peurs, ou des craintes, qui ont trop souvent vocation à nous créer des besoins. Néanmoins, adopter des masques, pour faire face à nos peurs et à nos besoins, nous amène également à développer des forces, ainsi que des réflexes que nous allons adopter au quotidien, même sans nous en rendre compte. Pour le comprendre, abordons chacune de ces 5 blessures dans le détail. Pour ce qui concerne la blessure liée au rejet, la peur repérée pour l'individu serait de ne pas maîtriser ou de déranger. Et le besoin repéré serait d'être accepté. Ces peurs et ce besoin l'amèneraient alors à développer des forces, qui le rendraient débrouillard, capable de prendre beaucoup, créatif, inventif, imaginatif, ayant également une bonne endurance au travail, et cela l'amènerait aussi à chercher à être efficace en portant une grande attention aux détails. Pour autant, en règle générale, le fuyant croit ne pas avoir le droit d'exister et se demande ce qu'il fait sur cette planète. Il se considère comme nul et sans valeur. Il se coupe facilement du monde extérieur en fuyant dans son monde. Il trouve aussi de nombreux moyens de fuite, astrale, sommeil, dans la drogue ou alcool. Une façon pour lui de se couper du monde physique, et de s'intéresser à tout ce qui est mental, intellectuel. Il est souvent amené à s'isoler, et ce même en présence des autres, il se sent seul, car il prend tellement peu de place qu'il devient presque invisible aux yeux des autres. C'est souvent un perfectionniste obsessionnel dans certains domaines. D'ailleurs, il a tendance à se créer un idéal inatteignable. Et il panique facilement suite au scénario qu'il est très habile à construire. Pour ce qui concerne la blessure liée à l'abandon, la peur repérée pour l'individu serait la solitude. Et les besoins repérés seraient de l'attention, et d'être aimé. Ces peurs et ce besoin l'inciteraient alors à développer des forces, qui l'amèneraient à savoir capter l'attention des autres. Mais pas seulement. Il développerait également des talents artistiques, et il serait enclin à aider les autres sans rentrer dans leurs problèmes. Aussi, en règle générale, l'individu qui porte cette blessure recherche l'attention et surtout le soutien de son entourage à tout prix. Il peut même devenir victime et souvent malade, seulement pour de l'attention. Il a de la difficulté à fonctionner seul. Difficulté à se tenir droit, et s'appuie souvent sur les autres personnes ou sur quelque chose. Il a de grandes affinités de comédien, et il recherche d'être la vedette dans une rencontre. Il fait régulièrement des demandes,
non pas par besoin, mais surtout pour avoir de l'attention. En vieillissant, il est de plus en plus angoissé à l'idée d'être seul. Pour ce qui est la blessure liée à l'humiliation, la peur repérée pour l'individu serait de perdre sa liberté. Et le besoin repéré serait de se sentir brimé. Cette peur et ce besoin inciteraient l'individu à développer des forces lui permettant d'être audacieux et aventurier, d'être serviable et altruiste, tout en étant bon médiateur. C'est également une personne qui sait se faire plaisir, et qui sait très bien organiser les choses. Aussi, en règle générale, c'est une personne très sensuelle qui aime les plaisirs associés avec les sens, mais qui les refoule par peur de déborder, de perdre le contrôle et d'avoir honte. Elle fait tout pour ne pas être libre, donc elle devient très serviable et s'occupe des besoins de ses proches avant les siens. Souvent dégoûtée d'elle-même, elle aurait tendance également à se traiter de sans-cœur, de cochonne, d'indigne. Elle se récompense souvent avec de la nourriture, lui donnant raison d'être dégoûtée d'elle-même. D'ailleurs, elle fait également en sorte d'attirer des situations en public pour se faire humilier. Côté trahison, la peur repérée pour l'individu serait de lâcher prise. Et le besoin repéré serait de contrôler. D'une part, cela amènerait cette personne à développer des qualités de chef, à être rassurante et protectrice, et elle développerait un talent pour parler en public. C'est une personne sociable, une personne qui aide les autres à se valoriser. Aussi, elle sait gérer plusieurs choses à la fois, et elle sait prendre des décisions rapidement. De même, en règle générale, c'est une personne qui a une forte personnalité, et qui aime contrôler les autres pour qu'ils répondent à ses attentes. Elle prend beaucoup de place dans un groupe. Elle cherche à être spéciale et importante. Elle est également intolérante et impatiente avec les gens lents. Aussi, elle tente d'imposer son point de vue à tout prix. Pour ce faire, elle est habituellement dans la séduction et la manipulation. D'ailleurs, sceptique avec les autres, elle a peur de se faire séduire. Elle a aussi des difficultés à s'engager avec les personnes du sexe opposé. Elle ne peut faire confiance facilement, et elle ne peut tolérer le mensonge, mais ment souvent aux autres. Et pour terminer, elle est spécialiste à mettre le blâme sur les autres, et elle ne prend pas ses responsabilités, mais veut que tout le monde la croie très responsable. Enfin, concernant la blessure liée à l'injustice, la peur repérée pour l'individu serait d'être perçu comme une personne froide. Et les besoins repérés seraient de se sentir libre et autonome, de se justifier, et de se sentir stressé. Cette peur et ce besoin inciteraient cette personne à développer des forces lui permettant de savoir faire face aux situations difficiles. C'est également une personne enthousiaste, dynamique, ordonnée, et dotée d'une grande capacité de travail. Elle sait ce qu'on doit savoir au moment opportun, et elle a une grande capacité à simplifier les choses pour les expliquer, voire pour les enseigner. En fait, très perfectionniste, cette personne veut vivre dans un monde parfait, ce qui l'amène à se couper de sa sensibilité, pour ne pas sentir l'imperfection des choses qui l'entourent. Il apparaît également qu'elle soit d'un éternel optimiste, même si rien ne va. Aussi, elle admet rarement vivre des problèmes, de la fatigue, ou même des malaises physiques. À ce titre, elle ne respecte pas ses limites, parce qu'en fait, elle ne les sent pas. Il faut dire aussi que, très exigeante avec elle-même, elle se contrôle facilement, par exemple son poids, ce qu'elle mange, ou les colères qu'elle ressent. D'ailleurs, elle se croit appréciée pour ce qu'elle fait, et non pour ce qu'elle est. Pour autant, elle passe pour une personne froide et insensible. Voilà pour ce qui est en détail les blessures émotionnelles définies par John Pierrakos. Pour conclure, nous pourrions mettre en avant que nos blessures nous empêchent d'être nous-mêmes. D'ailleurs, si la blessure émotionnelle a été intensément ressentie, et donc suffisamment significative, elle peut provoquer chez la personne des risques d'angoisse, de dépression, de boulimie-anorexie, de perte de contrôle et de violence. Selon John Pierrakos, avoir connaissance de ses propres blessures est nécessaire si on souhaite éviter des situations de stress, qui ont tendance à se répéter, recentrer son énergie dans une ou des démarches constructives, améliorer nos relations avec nous-mêmes et avec les autres, et augmenter son niveau de performance. Il faut surtout retenir que ces blessures jouent un rôle majeur dans notre vie, puisqu'elles conditionnent nos rapports aux autres, nos comportements, nos pensées et nos émotions. En d'autres termes, elles peuvent nous rendre victimes dans notre quotidien. Nos choix de partenaires de vie, de métier, ou d'environnement professionnel, et nos rapports avec autrui, ne sont donc pas nés du hasard. Comme le souligne Pierrakos,
nous avons tendance à rechercher chez l'autre, ou dans des situations définies, ce qui nous permettra de combler nos manques pour répondre au mieux à nos blessures émotionnelles. Et c'est important de le savoir. L'autre, ou la situation, devient donc un moyen, qui doit nous permettre de créer les conditions qui nous donneront le droit de penser ce que l'on pense. En prendre conscience doit nous amener à ne plus rejeter la faute sur l'autre, tout en restant ouvert à sa perception, c'est-à-dire en considérant que l'autre est tout autant victime que nous pouvons l'être. Pour parvenir à ne plus subir nos blessures, et ainsi à améliorer nos réflexes, cette conscientisation n'est cependant parfois pas suffisante, en fonction des individus. Cette conscientisation doit s'inscrire dans un processus dont elle représente la première étape, dite primordiale. Les étapes suivantes étant l'acceptation, et le pardon. L'acceptation que des choses se soient passées. Et le pardon vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que je me pardonne d'avoir eu de mauvaises pensées, et de l'autre, c'est-à-dire que je lui pardonne d'avoir fait ce que je lui reproche. Voilà ce qu'il en est de l'apport théorique. Maintenant, et s'inscrivant dans la pédagogie proactive, il serait intéressant de savoir ce qu'il en est pour vous. En effet, comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Sur quoi focalisez-vous votre attention, et pourquoi? Vous permet-elle également de vous épanouir ou, au contraire, cette perception est-elle pour vous une source de stress? Comment pouvez-vous l'expliquer? Comme abordé en début de vidéo, et à partir de cette approche, il serait peut-être pertinent pour vous de mettre en lumière les différents mécanismes qui s'attachent à votre personnalité. En effet, et si besoin, les mettre en lumière vous aidera à prendre conscience de certaines réalités qui peuvent agir au quotidien à l'encontre de vos propres intérêts, autant dans vos relations à vous-même, que dans celles que vous entretenez avec les autres. Sans oublier non plus que cela peut vous permettre de mieux appréhender tous ceux et celles qui vous entourent. Pour ce faire, nous avons développé un outil d'auto-évaluation, d'aide à la réflexion et à la mise en mouvement des personnes, et qui relève des méthodes pédagogiques proactives. Curieux d'en savoir davantage sur cet outil, nous vous invitons à découvrir la vidéo de présentation en cliquant sur le lien mis à votre disposition. Aussi, et parce que cela fait toujours plaisir de savoir que notre travail est apprécié, vous pouvez toujours cliquer sur le petit pouce en bas de cette vidéo.